est très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans l'accueil des équipages et sur les fêtes maritimes de Douarnenez. C'est la première rencontre d'un cycle de 3 rencontres sur le festival. Donc aujourd'hui, on accueille une table ronde sur être marin-pêcheur aujourd'hui, avec Ronan Lecor, Anne Blois et animé par Vincent Guignot. Donc en fin de rencontre, on pourra passer le micro aussi pour poser des questions. Demain, on vous donnera un autre rendez-vous qui sera sur l'hydrographe. Le bateau vapeur qui est juste dans le port. Pareil, rendez-vous à 11 h et demain ce sera sur pêcheurs pêcheurs en crise, femmes en lutte. Donc là on est vraiment sur les grèves des femmes sardinières de 1924 avec Françoise Pencalette et Fanny Bugnon. Et puis dimanche, on vous donnera également rendez-vous sur Hydrographe de 11 h à midi avec une table ronde sur naviguer autrement. La petite plaisance, les voiles avirons, est-ce que c'est pas une nouvelle forme de sobriété et de ralentir quand on est sur un voile aviron? Voilà. Bon, eh bien, bonne rencontre à tous. Merci Sonia, bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux, je remercie Sonia et les organisateurs de m'avoir invité à animer cette table ronde. Donc, je m'appelle Vincent, je m'occupe du patrimoine à la Direction Générale des Affaires Maritimes, des Pêches et de l'Aquaculture, donc la DG AMPA, donc les AFMAR, quoi. Voilà, je connais plus les phares que la pêche, mais je suis très content d'accueillir nos deux participants aujourd'hui qui vont se présenter et dire en quoi le sujet qui a été proposé, donc être marin-pêcheur aujourd'hui, les concerne. Donc Anne et Ronan qui vont nous dire d'abord se présenter, nous dire comment la pêche participe de leur vie. Elle y participe beaucoup à tous les deux. Anne, je vous laisse vous présenter, vous avez un micro. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je suis Anne Leblois. J'enseigne depuis 25 ans au lycée professionnel maritime d'Etel, dans le Morbihan. Ma connaissance du monde de la pêche provient évidemment de mon expérience au sein du lycée, de mes échanges avec les élèves et des suivis de stages que j'effectue depuis 25 ans sur tout type de navire. Elle provient également de mon histoire familiale, puisque j'ai 3 fils. 2 ont des brevets de commandement de navires de pêche. L'aîné navigue sur un petit bateau de pêche qui part à la journée dans le sud Finistère. Le deuxième est plutôt un pêcheur voyageur. Hein. Il naviguait un peu partout dans le monde en tant que lieutenant ou second patron sur des navires plus gros que le premier. Il est allé naviguer à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ensuite, il a passé par l'Écosse et il a navigué également en Antarctique. Voilà. Le troisième, lui, le petit dernier, est en première bac pro pêche au Guilvinec. Après avoir obtenu un bac général, il a décidé également de devenir patron de pêche. Voilà. Grâce à son bac général, il est ce qu'on appelle DAVA, c'est-à-dire qu'il est dispensé d'assiduité par la valorisation des acquis et il ne suit que les enseignements professionnels. Je voulais ajouter quelque chose d'important pour moi. Être marin-pêcheur se décline également au féminin. Hein. On a des jeunes filles qui se destinent au métier de marin-pêcheur. Et je suis au sein du lycée engagée sur l'égalité filles-garçons à bord des navires. Merci Anne. Ronan, alors une autre expérience. Bonjour tout le monde, donc Ronan Lecor. Moi je suis pas marin-pêcheur, je suis pêcheur à pied, je pêche des coquillages, des télines. Néanmoins parmi nous il y en a qui sont à la fois marins-pêcheurs et pêcheurs à pied professionnels. Mais moi je suis déclaré à la MSA, donc on a la caisse de l'INIM donc pour les marins-pêcheurs et la caisse de la MSA, donc comme pour les paysans, pour nous autres. Donc on a 2 groupes différents, mais on fait le même métier. Et notre métier, c'est de récolter ces coquillages sur les plages avec des dragues. Je vais vous les passer si vous voulez. Mon métier, donc, c'est de récolter avec une drague qui fait 45 kg en inox que j'ai fabriqué. On était 51 il y a quelques années. Aujourd'hui, on n'est plus que 26.
à pratiquer ce métier. Tout à l'heure, je vous expliquerai un petit peu pourquoi. Et donc, on tire cet engin dans la mer, on remonte jusqu'à à peu près à la poitrine. On passe en baie d'Audierne sur ce qu'on appelle les baïnes, c'est les trous dans le sable. Et on monte sur les bancs de sable. Et puis donc là, on va récolter ces coquillages. Parce que eux sont un petit peu, ils surfent un petit peu le sable pour le coup, eux, et ils se déplacent avec ces bancs de sable. Et nous, on va les récupérer et les pêcher. Dans la baie de Douarnenez, on n'a pas ce phénomène-là. Les télines sont étagées, on va dire, sur toute la plage, les petites en haut, enfin le naissin en haut, les petites, les moyennes et les grosses. Plus la mer descend et plus on va trouver des télines qui sont grosses. Voilà. Je fais ça depuis 1987 avec mon épouse. Elle tire aussi sur une drague qui doit faire à peu près 40 kg. C'est un petit bout de bonne femme qui fait 1,60 m. Et pour vous donner une petite idée, on est soumis aux quotas. À l'époque, on avait des quotas de 120 kg sur le site de Douarnenez. Elle était capable de faire jusqu'à 150 kg, là où je faisais à peine 90 kg. Donc ce n'est pas une affaire d'homme ou de femme, c'est une affaire de corpulence, de volonté et de maîtriser sa machine. Voilà. Alors on voit des expériences très différentes et il n'aurait peut-être pas fallu être marin-pêcheur au singulier, ni seulement au masculin. Donc on dit pluralité d'expériences et de gens. Je voudrais peut-être revenir sur la question, également le titre qui dit être marin, mais en fait pêcheur, on le devient, on ne naît pas marin-pêcheur. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette question de comment on devient marin-pêcheur, peut-être Anne, du point de vue des filières de l'enseignement, est-ce que vous pouvez nous parler du fonctionnement des lycées, des filières de formation pour les pêcheurs, puisque vous êtes, on l'a rappelé, enseignante. Et je pense que tout le monde sait, ça jargonne beaucoup dans le monde maritime, l'ENIM, donc c'est l'établissement national des invalides de la marine, pour ceux qui ne connaissent pas cet acronyme. Donc c'est la sécurité sociale des marins que l'on doit à Colbert. C'est la première sécurité sociale, en fait, a été inventée pour les marins au XVIIe siècle. Et la MSA, c'est celle des agriculteurs. Voilà, c'est juste pour que les acronymes soient compris de tous. Est-ce que, voilà, Anne, je vous donne le micro pour parler de ces filières de formation. Alors, donc, dans les lycées professionnels maritimes, il y en a 12 en France. Les jeunes filles et les jeunes garçons qui se destinent à ces métiers peuvent choisir 2 niveaux de compétences. Alors, ils peuvent choisir d'être matelots et préparer un CAP matelot en 2 ans. Alors, ils seront donc matelots sur le pont, ils pourront faire du quart en journée, mais ils ne pourront pas commander un navire de pêche. Ils doivent avoir minimum 14 ans, puisqu'ils ne peuvent pas embarquer sur un navire de pêche avant 14 ans. S'ils souhaitent obtenir un brevet de commandement, ils doivent passer ce qu'on appelle un capitaine 200 ou un capitaine 500. Ce sont des 200, ce sont des UMS, 200 UMS qui correspondent à des tonnages de bateaux. Pour avoir une ordre d'idée, avec un capitaine 200, on peut commander un navire d'une vingtaine de mètres. Avec un capitaine 500, on peut commander un navire de 50 mètres. Alors, il y a donc un bac pro, 2 bacs pro qui permettent de naviguer sur navire de pêche. Le bac pro conduite et gestion des entreprises maritimes, option pêche, voilà, qui se prépare en 3 ans. Au cours de ce bac pro, il effectue 17 semaines de stage. Et puis, donc à l'issue de ce bac pro, ils obtiennent ce brevet de capitaine 200 après l'avoir validé. Il faut, je crois, 12 mois de navigation pour valider ce qu'on appelle le patron de pêche. Ils peuvent également, s'ils veulent être polyvalents, préparer le bac pro navigant pont machine, qui est un bac pro polyvalent à la fois pont et machine. C'est-à-dire qu'ils obtiennent un brevet machine, le 750 kW, et le capitaine 200, qui est donc un brevet inférieur. Voilà, ces 2 brevets se préparent également en 3 ans. Ils ont également 18 semaines de stage au cours de ce bac pro navigant pour machine. Voilà. On parlera du suivi des stages que vous faites également. Ronan, vous nous avez donné la date à laquelle vous avez commencé votre activité, mais vous n'avez pas dit
comment l'idée était venue, la vocation ou la passion et le métier, puisque tout ça semble assez mélangé dans les métiers de la mer. Chez moi, c'est très mélangé en plus. Initialement, j'étais un enfant de Saint-Guidolé-Pamar, donc à Pamar, et malheureusement, je suis parti à Brest. Mes parents travaillaient à Brest, donc il fallait partir. Chaque fois que je revenais ici, j'allais toujours sur les rochers, dans le port. Je passais ma vie sur les rochers. D'ailleurs, je me faisais engueuler quand j'étais gamin parce que je partais le matin à 10h et je rentrais le soir à 6-7h et je passais ma vie à regarder la mer. Et je ne pensais pas qu'un jour la mer serait mon métier en tous les cas. Parce que avec ma femme, à 20 ans, on a créé un centre équestre qu'on a toujours depuis d'ailleurs. Et puis, voilà, les factures, malheureusement, il fallait les payer parce que entretenir des chevaux, ça coûte très très cher. C'est comme si on avait une piscine municipale en termes clairs. Donc il fallait trouver des solutions financières. Et moi, ma solution, ça a été de voir ces gens qui étaient sur la plage en train de ramasser des coquillages avec des dragues. Et donc je leur ai posé la question à cheval et je leur ai demandé qu'est-ce que vous faites. Et puis je suis arrivé comme ça à ce métier-là en me disant comme ça me permettra de payer les factures. Parce que mon métier, c'est avant tout de promener les gens à cheval sur la plage. Donc ça dure 2 mois. Et donc, il fallait trouver, pendant les autres mois, il fallait trouver de quoi se nourrir, payer les factures, et les chevaux, le vétérinaire, les soins et tout le team. Donc, il fallait trouver des solutions. Ma solution, ça a été celle-là. Et ça tombait bien parce que j'aimais bien la mer, j'aimais bien les chevaux. J'ai une petite préférence pour la mer, il faut être honnête. Les chevaux, c'est plutôt la passion de ma femme, où j'ai adhéré pendant 25 ans. Et elle a adhéré après à ma passion, les coquillages, pendant près de 20 ans. Maintenant, elle est quasiment à la retraite. Et donc, voilà, c'est arrivé comme ça, tout simplement. Donc vous êtes dans le cadre de ce qu'on appelle la pluriactivité, qui est historiquement d'ailleurs assez connue et répandue, où on a une activité liée à la mer et au littoral, mais on en a une autre à terre, un autre métier, parce que selon le rythme des saisons, selon le succès qu'on rencontre dans la pêche ou pas, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Je ne vous ai pas dit, je suis aussi conchyliculteur. Je me suis rendu compte à un moment donné que même la pêche, on avait des hauts et des bas. La pêche à pied, on avait des hauts et des bas. Et donc, parce que finalement, un secteur de coquillage, téline, oursin, ce que vous voulez, c'est un petit peu comme un champ de carottes. Si vous avez semé au préalable, si la mer a semé, eh bien, vous avez toutes les chances de pouvoir retrouver votre coquillage, vos oursins ou vos télines. Mais si malheureusement la mer n'a pas bien fait les choses, il faut trouver des solutions. Et la mienne, ça a été de prendre des parcs à palourde et d'élever de la palourde, tout simplement. Voilà. Encore plus réactif que ce que vous nous avez présenté au début. Est-ce que, Anne, on peut revenir sur les stages et le suivi de stages que vous faites? C'était très intéressant, vous avez montré que les filières au départ en fait, de marins ne sont pas forcément différenciées entre pêche et puis commerce, qu'après il faut choisir un peu sa voie. Et on sait que c'est des formations dans lesquelles les stages, la qualification et le maintien des diplômes par la pratique sont très importants. Est-ce que les jeunes de votre lycée trouvent facilement des embarquements, des stages? Comment est-ce que ça se passe? Comment on suit des garçons qui commencent très jeunes finalement à entrer dans le métier? Alors, ils ont un peu plus de mal qu'avant de trouver des stages en raison de la législation sur le travail des mineurs, le travail de nuit des mineurs. Normalement, ils ne peuvent pas travailler avant 6 heures du matin. Alors vous imaginez quand ils embarquent sur des navires qui partent à la quinzaine. Voilà. Les patrons, et le cas s'est posé pour mon fils, pour l'aîné, là, qui a un bateau de pêche dans le Sud-Finistère. Voilà, les patrons doivent demander une dérogation à l'inspection du travail. Ça peut prendre du temps et ils ne sont pas du tout, pas forcément informés sur ces démarches. Et donc, c'est compliqué d'apprendre le métier, transmettre le geste du métier à des jeunes si on est freiné dans les horaires. Voilà. Concernant les suivis de stage, tous les élèves doivent être vus en stage. Moi, j'y prends un plaisir particulier parce que souvent, les élèves se révèlent être de bons professionnels sur des navires, parce qu'ils sont évidemment pas très scolaires. Voilà. C'est aussi l'opportunité d'échanger avec les patrons, de les écouter, et de faire remonter des informations sur le contenu des formations.
moi, je fais particulièrement des suivis des navires de pêche, évidemment, parce que je connais bien ce métier, mais je fais également des suivis sur des navires de commerce. Voilà. Ces stages sont très importants. Les jeunes filles, alors, ont un peu plus de mal à trouver des stages sur les navires de pêche. J'ai accompagné une jeune fille de seconde. En seconde, les secondes maritimes sont des secondes indéterminées, puisque les élèves choisissent ensuite d'intégrer une première pêche ou une première commerce. Voilà. Et cette jeune fille a effectué un stage sur le bateau de pêche de mon fils aîné, parce qu'elle ne trouvait pas de stage. Donc je les ai mis en relation et elle était ravie, mon fils aussi. Ce stage s'est très bien passé. Au bout de la première semaine, elle est tripée des congres. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, c'est comme voilà. Elle a beaucoup appris et donc c'est important que les patrons acceptent les stagiaires et les accompagnent dans l'acquisition des gestes du métier. Est-ce que ces jeunes femmes lisent Catherine Poulain? Est-ce que c'est le grand marin? Est-ce que c'est ça qui donne la vocation? On ne peut pas ne pas y penser quand vous évoquez les questions de jeunes femmes à bord de bateaux, et c'est le texte de Catherine Poulain, c'est le film qui parle de ces questions-là. Est-ce qu'elle parle de cette question de la place des femmes dans le maritime en général? Est-ce qu'elles ont un discours par rapport à ça? Non, elles n'ont pas de discours. Je pense qu'elles ont quand même, j'espère, des modèles de femmes marins qui les accompagnent. Elles ont... on a au lycée des jeunes collègues, enseignantes, qui sont des modèles pour elles, je pense. Je pense qu'elles n'ont pas beaucoup de modèles littéraires, mais je pense qu'elles ont envie, mais elles se créent leurs propres freins. Elles pensent qu'elles ne sont pas capables parce qu'elles intègrent des représentations sur les femmes et les métiers qui sont réservés aux hommes. Voilà. Bon. Il faut dire aussi que dans les classes, les jeunes garçons ont des représentations très genrées sur les métiers de la pêche, qui sont souvent ancrées dans la sphère familiale. Et j'essaye de changer le regard qu'ils portent sur les jeunes filles qui veulent devenir marins, mais c'est difficile. Voilà. Elles ont envie, il faut juste les valoriser et les encourager et les accompagner dans la recherche de stage. Alors cette question de la place de la valorisation et des modèles des femmes dans le maritime, c'est vrai que ça pourrait s'étendre à tous les domaines. On a vu quand même dans la navigation traditionnelle que maintenant il y a énormément de bateaux dont les patrons sont des jeunes femmes. Donc c'est en train, je pense, de changer. Je voudrais revenir à Ronan qui a laissé une question en suspens là, sur le nombre de personnes pratiquant la pêche à la téline. Donc là, on va commencer à aborder les sujets qui fâchent un peu. On est là aussi pour ça. Donc vous nous avez dit que vous étiez 2 fois moins que quand vous avez commencé. Est-ce que vous pouvez nous dire, selon vous, et on reparlera de la question de la transmission et du renouvellement des populations en général. Les pêcheurs en France aujourd'hui, il y a 13 000 pêcheurs d'après l'ENIM. Quand on prend l'index ou l'annuaire de 1900, c'était 100 000. Alors les techniques ont évolué, la taille des bateaux, le nombre de marins par bateau, pas tellement finalement. Donc il y a cette question de renouvellement de génération, de transmission. Comment est-ce que vous l'abordez dans votre discipline et dans votre pêche à vous? La transmission, elle sera difficile. Elle est déjà complexe. D'abord la question des femmes. Ça m'intéresse vraiment et il faut vraiment en parler. On a à peine 5% de femmes dans nos effectifs. Je crois qu'on doit avoir 4-5 femmes au total chez nous. On est 1000 pêcheurs à pied en France, donc répartis entre les NIM et les MSA. Hein. Je pense que quand on regarde un petit peu en Europe, on a les Espagnols qui ont ce qu'on appelle les mariscadoras. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Ce sont des femmes qui sont à la pêche. Leurs maris, bien souvent, elles sont entre elles et elles se sont, à partir des années 80, elles sont devenues maîtres de l'estran. Elles étaient des femmes qui, en plus, étaient rajoutées à l'entreprise familiale. Et du coup, elles se sont mandatées et aujourd'hui, elles sont représentées au sein de l'Europe.
Ça vous dire un petit peu les efforts qu'elles ont faits. Et aujourd'hui, ce sont elles qui organisent toute la pêcherie là-bas en Espagne. Et elles font un travail colossal. J'ai vu leur boulot, leur façon de travailler, leur façon de gérer, c'est extraordinaire. Elles font des choses extraordinaires que nous, les hommes, on n'a pas réussi à faire. Ce que j'aurais bien voulu faire, moi, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que j'étais pendant 17 ans représentant président des pêcheurs à pied ici sur le département. Et malheureusement, je n'ai pas réussi à créer une coopérative et à mettre tout le monde en même temps, ce qui est très 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 difficile de faire entendre des gens parce qu'on vient de tous les milieux et c'est pas toujours facile et évident de réunir des gens au sein d'une même idée et de les amener sur une idée. Il faut vraiment être, il faut être doué. Il faut vraiment être doué parce que on a chacun des caractères différents, on a chacun des atomes différents et on a cette logique qu'on doit être rémunérateur. Il nous faut rentrer de l'argent pour payer les factures. C'est réaliste, mais c'est comme ça. Donc, et de s'entendre dans nos pratiques, c'est pas toujours évident. Et de s'entendre dans les projets, c'est encore moins évident. Voilà. Je me rappelle plus le fond de la question, pardon. Pourquoi vous êtes beaucoup moins? Pourquoi on est beaucoup moins, pardon. À partir de 2008, on a constaté, on était 51 pêcheurs à pratiquer, on tirait à peu près une moyenne de 250 tonnes de théline par an. Aujourd'hui, nous sommes 25 et on tire difficilement 100 tonnes par an. Pourquoi? C'est justement la question que je me suis posée à partir de 2008. Je me suis rendu compte que... 2010. Depuis 2 ans, 3 ans, on avait des baisses de ressources et je ne comprenais pas trop. Et puis, un beau matin, je suis allé sur la pêche de Pen 13, ici à Dornenay. Et puis, comme j'ai l'habitude de faire, avant de commencer à travailler, je gratte le sable, une habitude professionnelle, pour voir l'état du naissin. Parce que généralement, quand on regarde les véhicules, c'est au niveau du naissin tout en haut. Et j'ai trouvé bizarrement un essaim qui était déformé. Et je me suis inquiété. Ça faisait 2 ans que le métier ne marchait pas bien. On voyait que les gens avaient des problèmes à payer leur MSA, parce que c'est principalement la MSA qui nous pose problème, les charges sociales. Donc. Et je me suis rendu compte que... alors j'ai appelé Ifremer. J'ai appelé... alors on m'a dit, oui, bon bah non, c'est comme d'habitude, Roland. Ce sont des télines qui sont abîmées par... qui ont des chocs et qui sont abîmées par vos dragues. Et donc... on voit sur ces télines, elles sont abîmées par une machine. Elles sont éclatées. Et moi, ma téline, elle n'était pas comme ça du tout. Elle était complètement tordue, bizarre. Et je me suis dit, il y a un problème quelque part. Dans mes péripéties, j'ai fini par appeler le comité national et le vétérinaire. Et puis il m'a dit, écoute, j'envoie un mail à comment dire, madame, c'était à la... j'ai un trou. À la... Madame Lazaré, donc qui travaille donc j'ai un trou, pardon. Et donc Madame Lazaré est spécialiste dans le domaine et à Paris. Et donc elle m'a dit, écoutez, sur vos coquillages que vous me faites voir, il y a effectivement vos coquillages qui sont choqués, il y a vos coquillages qui sont tordus, donc les bizarres. Il y aura un terreau sur la téline à l'issue. Ils sont bizarres parce qu'ils sont tordus, avec des formes bizarroïdes. Et elle me dit, mais par contre, vous avez des coquillages qui, eux, ont toutes la même ressemblance dans leur difformité. Et là, ça pose un problème. Parce que dans la mesure où une science est une science, c'est qu'on peut la reproduire. Et là, vous la reproduisez. Donc, c'est que vous avez un problème quelque part dans l'eau. Effectivement, c'est la Sorbonne, voilà, pardon, ça me revient. Ça les émeurt qui me guettent, je crois. Donc, madame, à la Sorbonne, eh bien, ma foi, elle m'a dit, voilà, ce problème-là. Et donc, je vous fais voir. Elles ont toutes la même difformité. Et elle me dit, je pense, moi, à une molécule chimique ou quelque chose comme ça. Regardez dans les dernières années, les pratiques culturelles que vous avez eues sur l'agriculture ou sur la zone où vous travaillez, regardez voir s'il y a quelque chose qui a changé et ça vous permettra peut-être de vous faire une petite idée. Et donc là, moi je suis parti voir sur le site de l'Ifremer, qui est le référent pour nous autres, hein, l'Ifremer. Et j'ai fait archimère, j'ai fait huîtres et puis j'ai fait pesticides. Et donc je suis tombé sur un tas d'études qui ont été faites
notamment sur le diuron avec des scientifiques, et qui nous expliquent effectivement que, et d'autres études encore, où on nous explique toutes de façon unanime que la molécule chimique a sur le phytoplancton et le zooplancton, elle provoque sur le phytoplancton la mortalité brutale de tout le stock, de tout la quantité de phytoplancton qui est dans le milieu, de tout le bloom, quoi, comme on appelle ça, et sur les coquillages, elle les déforme. Et donc, c'est difficile de voir sur un coquillage parce que tant qu'on n'a pas, effectivement, comme elle fait remarquer ici, une déformation qui est vraiment récurrente et qui revient, donc là, on se rend bel et bien compte qu'on a quelque chose qui se passe dans le milieu aquatique. Et chemin faisant, j'ai fini par me rendre compte qu'effectivement, il y a un vrai problème. Le comité des pêches, aujourd'hui, cherche à comprendre quel est le problème. Donc on a une somme qui a été versée. J'ai eu l'occasion de parler avec Pêche et Développement, donc des associations, et l'IUTC, l'Université de Terre Citoyenne, qui ont travaillé avec nous et puis faire en sorte de mettre en avant le fait qu'il y a un vrai problème dans l'eau et qu'on ne peut pas passer de 51 pêcheurs à 21 pêcheurs sans s'inquiéter de la ressource, parce que ça démontre qu'effectivement il y a un problème dans le milieu. L'eau est polluée visiblement par la chimie. Là, on va faire en sorte de le démontrer. On va aller faire des prélèvements aux sorties des eaux qui arrivent donc dans la baie de Douarnenez et dans la baie d'Audierne, de façon à comprendre. On va comparer. On se rend compte d'une chose, c'est que si vous voulez, on a aujourd'hui sur le site de Douarnenez des fermetures administratives liées au fait que nous avons dans le milieu un phytoplancton toxique qui s'appelle Dinophysis, qui provoque la diarrhée et puis les vomissements. Et donc nous, on est le département de France le plus impacté par le Dinophysis, parce qu'on est fermé jusqu'à 9 mois par an. Donc imaginez une entreprise qui doit fermer ses portes pendant 9 mois, c'est difficile, quoi. Après, tu as plutôt intérêt à cravacher. Sur Audierne, on l'a moins, c'est 2, 3, 4 mois par an, les extrêmes. Mais Audierne, l'inconvénient, c'est que c'est difficile de travailler parce que, je vous ai expliqué, on a des baïnes en baie d'Audierne, on est sur des sites, ou même à Douarnenez, où on est exposé plein ouest. Et donc là, vous avez des vagues l'hiver qui font 4, 5, 6 mètres de haut. Donc il faut rentrer dans l'eau et je peux vous dire que c'est pas très facile. Voilà, donc il faut faire très attention. Même si on a une bécane qui pèse 40 kg vide, eh bien, pour se cramponner, quoi, comme une drague, comme une ancre. Et donc, du coup, ça nous permet de pouvoir rester au sol. Voilà. Quoi vous dire de plus? Donc là, à l'heure actuelle, on ne saura pas avant 2005, ça va commencer les prélèvements. On ne saura pas avant 2006. 26. oui, voilà, pardon, 2026. Qui fait que, pour l'instant, les dossiers ont quelque peu traîné, qui fait qu'on le saura à ce moment-là, quoi, voilà. Donc une question liée à la ressource. Je crois que Anne aussi, vous êtes sur la question du renouvellement des générations. Vous avez commencé à évoquer la question de modèles, d'images, la question de l'attractivité. Vous êtes sensible à cette image du monde de la pêche et des pêcheurs et à la manière dont on peut la promouvoir. Je pense au festival, puisque c'est Sonia qui nous a introduit dans cette table ronde, Pêcheurs du monde, qui montre des films, des documentaires liés au monde de la pêche. Comment vous approchez cette question de l'attractivité du métier? Alors, je voulais revenir sur la transmission familiale du métier, parce qu'évidemment, c'est important dans le métier de la pêche, parce que c'est un métier difficile, c'est un métier de passion, et environ 30% des élèves qui veulent devenir pêcheurs ont leur père ou un parent qui travaille dans le monde de la pêche, voilà, ou bien des frères, hein, dans le cas de mes fils. Voilà, environ 30% des élèves. Bon, il faut quand même souligner qu'il y a une crise de recrutement, il y a de moins en moins quand même, hein, on a moins de jeunes qui veulent devenir pêcheurs, parce qu'il y a de plus en plus d'obstacles qui se dressent devant eux. Voilà, et souvent je me dis, un peu à la mode de Montesquieu, comment peut-on être pêcheur aujourd'hui? Voilà, moi ça fait 35 ans que je côtoie le monde de la pêche, hein, et mes fils me disent, hein, quand ils ont commencé, il y avait moins d'obstacles, moins de contraintes, voilà.
les pêcheurs subissent de plus en plus de contraintes, qu'elles soient économiques, réglementaires. Je crois qu'on parlait. Voilà. Ils subissent aussi une image dévalorisante véhiculée par les lobbies environnementalistes, voilà, qui transmettent une image essentiellement de tueurs de dauphins. Voilà. Alors que la majorité des pêcheurs sont soucieux de préserver la ressource. Voilà. Ils respectent les quotas, ils respectent les obligations de déclaration de capture. Voilà. La pêche, elle est de plus en plus encadrée. Hein. Voilà. Ils subissent les fermetures spatio-temporelles, la fermeture des zones de pêche. Les zones de pêche se réduisent. Voilà. Ils ont besoin d'être soutenus. Et parce qu'ils nous nourrissent. Hein. Voilà. Les pêcheurs nourrissent pas beaucoup, hein, puisque la France importe 80% des poissons consommés. Vous imaginez? Voilà. Donc c'est important de soutenir la filière pêche. Hein. La pêche artisanale a un rôle important à jouer et elle a besoin du soutien des consommateurs. Ah oui, alors juste, vous tombez bien parce que je me disais, bon, bah, il est déjà midi moins 20, là, on discute, surtout nous trois, et qu'on va pouvoir vous passer le micro pour soit apporter un témoignage. Alors je crois que vous voulez parler de l'exposition, vous êtes le responsable de l'exposition qui cherchait d'ailleurs où étaient les femmes dans votre exposition, parce qu'on n'a pas, si, il y en a une là, c'est la maman. Donc voilà, on va faire circuler le micro, j'espère qu'il sera assez long, et puis donc pour vos réactions, vos questions, vos témoignages. C'était plus une question par rapport à l'avenir du métier de pêcheur. Vous avez quand même dressé un tableau assez noir sur le recrutement. Le 13 000 marins-pêcheurs actuellement, par rapport à ce qu'on a connu dans le passé, il y en a de moins en moins. Il y a de plus en plus de bateaux en retrait de flotte. Je vais poser une question un peu provocation. Marin-pêcheur, un métier d'avenir ou un métier du passé? Parce que ici, nous sommes quand même dans une fête du patrimoine qui évoque, les bateaux qui sont là évoquent le métier de la pêche dans le temps. Donc, est-ce que c'est un métier d'avenir ou un métier du passé? Métier d'avenir par rapport à ce que tu évoquais, la pollution, par rapport à la ressource. Est-ce que vraiment il y a un avenir? Moi, je connais des jeunes qui ont fait des formations de marins-pêcheurs, des jeunes femmes en particulier, qui ont arrêté pour faire autre chose. Peut-être par rapport à la dureté du métier aussi. Ma question provoque. J'ai évidemment... c'est une question difficile. Hein. Voilà, quand mon dernier fils m'a dit je veux être pêcheur comme mes frères, je lui ai dit tu es sûr? Tu es dire c'est un métier difficile, mais en même temps il faut croire en l'avenir, il faut croire qu'il y a encore un avenir pour les pêcheurs, oui, ceux qui pêchent intelligemment. Hein. Voilà. Il faut pêcher intelligemment. Alors je prends un exemple évidemment de mon fils, hein, mon fils aîné qui en fait n'est pas devenu pêcheur tout de suite. Hein. Bien que naviguant avec son père à l'âge de 14 ans, depuis l'âge de 14 ans, il s'est d'abord dirigé vers un BTS dans la mécanique et une licence pro. Et puis donc il a quand même, je pense qu'il a une capacité de réflexion qui lui permet de s'adapter. Les pêcheurs qui vont réussir s'adapteront, ça c'est évident. Voilà. Mon aîné, là, quand ils ont décidé la fermeture spatio-temporelle et l'imposition d'une balise acoustique pour faire fuir les dauphins, a décidé non, moi je ne veux pas. Je veux pas, ça coûte cher, ça coûte 2000 €, même s'ils ont de subventions. Voilà. Il a dit, j'arrête des filets. Voilà. Et donc, il a commencé la pêche au casier, il a racheté des casiers. Voilà.
et ils s'en sortaient jusqu'à présent. Voilà. Bon, là, ils viennent me dire, ah, peut-être que je vais acheter. Il faut que ça me suffit pas. Il faut que j'achète des. Voilà. Et donc là, il m'a demandé. Il pense acheter la VMS. Voilà. Je pense que les pêcheurs qui réussiront seront des pêcheurs qui diversifieront leurs engins de pêche. Les pêcheurs artisanaux, hein. La pêche industrielle, elle est, à mon avis, confrontée à la concurrence. La concurrence des autres, des importations, voilà. Je pense que les pêcheurs artisanaux sont les pêcheurs d'avenir. Oui, tout à fait. C'est vrai. Oui, oui. Oui, je disais, pour rebondir sur vos propos, les pêcheurs qui valorisent très bien leur pêche, c'est souvent ceux qui font de la vente directe. On voit sur la côte en été par rapport à la population touristique, et ceux qui ne rentrent pas dans des grandes filières et les 80% d'importation, c'est souvent les grandes filières de ringistes, voilà, de la vente de tout le commerce du poisson au niveau national, quoi. Oui, il faut acheter du poisson local, hein. Il faut soutenir les pêcheurs locaux, acheter dans les poissonneries, acheter effectivement dans... Il y a des étals de vente les pêcheurs, effectivement, hein. Mon fils a fait la vente directe, hein, son père le faisait, et vraiment, voilà, c'est ça qui leur permet de gagner correctement leur vie. Mais il faut acheter le poisson. Alors, même s'il vous paraît un peu cher, parce que souvent on me dit, voilà, le poisson c'est cher, voilà. Mais c'est pas forcément plus cher que la viande. Et je pense que c'est une démarche responsable que d'acheter du poisson, d'une part parce que c'est bon pour la santé, voilà. Et je pense qu'il faut accepter d'y mettre un certain prix, voilà. Ronan, sur cette question. Alors, je reviendrai parce que opposer le patrimoine à l'avenir, moi, en tant que ça m'embête toujours un petit peu, parce que le patrimoine, c'est pas le passé, hein, c'est le présent, c'est la culture, c'est ce qui est vivant. Mais ça, c'était juste une réaction corporatiste de conservateurs du patrimoine. Peut-être des chiffres. La pêche à pied en France, donc je vous disais 1000 personnes à peu près. On a dû être aux alentours de 1500 à une époque. Quand j'ai commencé dans les comités des pêches, en Bretagne, on était 530 pêcheurs à pied. On est à peine aujourd'hui 200 pêcheurs, à peine. Les métiers de la pêche à pied en Bretagne, d'abord, la Bretagne est une région qui produit énormément de pêche à pied. Et les pêches à pied, c'est la palourde dans le golfe du Morbihan, la coque sur la zone de l'Auquirec. On en a la coque aussi sur la zone de la Bolle. Après, quand on part un peu plus vers le nord de France, mais bon, là, on sort de la Bretagne pour le coup. Donc, et après, la téline sur la zone de Douarnenez et la zone de Quiberon. Et les oursins sur la zone de Douarnenez. Voilà, en gros, les métiers principaux à la pêche à pied. Quel avenir dans la pêche à pied? Je pense qu'il y a de l'avenir. Malgré tout, il y a de l'avenir. D'abord parce que nous vieillissons. On a tous une moyenne de 60 ans au métier, 55 ans, 60 ans. Même plus près les 60 que les 55. Donc déjà, on va être remplacés, logiquement. Maintenant, il nous faut régler ces problèmes, effectivement, de repeuplement, mais la nature fait bien les choses. Il y a des années où, effectivement, elle est capable de produire, je vous disais tout à l'heure, 250 tonnes par an, c'est énorme. Hein. Donc quand elle va bien, la mer produit, elle sait faire. Et on est allé même au-delà, on est allé à plus de 300 tonnes par an de production. Donc oui, il y aura de l'avenir d'abord, parce qu'il faudra nous remplacer. Maintenant, dans l'immédiat, je ne pense pas, parce que aujourd'hui, on a tous un numerus clausus, on a un nombre limité de pêcheurs. Et donc, chaque pêcheur qui sort, pour l'instant, n'est pas remplacé. C'est un souhait du comité des pêches. Par décision, hein, entre nous, on se réunit,
au sein du comité des pêches, de la structure, et on essaie de trouver comment fait-on pour vivre et quelles réglementations nous mettons en place, en plus de celles qui sont mises en place par l'administration maritime et par l'Europe. Donc il nous faut respecter. Oui, je pense qu'il y a à faire parce que on a fait en sorte de mettre en place des quotas, des heures, des horaires, de façon à permettre que la ressource se renouvelle. Là, l'interrogation qu'on se pose, elle tombe comment dire, elle est bienvenue parce que on va essayer de comprendre ce qui se passe et je pense qu'au sein des structures, on réagira en essayant de comprendre pourquoi. Parce qu'on se rend compte qu'au niveau de la sardine, par exemple, on se rend compte qu'il y a de moins en moins de sardines, qu'elle est de plus en plus maigre et qu'il y a de moins en moins de ce qu'on appelle la pilchard. La pilchard, ce sont les grandes sardines. Est-ce que finalement, on n'est pas avec cette même problématique du plancton finalement qui est manquant? Parce que c'est toute la chaîne alimentaire qui est impactée. Si votre phytoplancton il est absent ou qu'il meurt, parce que c'est ce qui se passe, parce qu'il est remplacé par les dinoflagellés complètement, hein, et bien automatiquement, les copépodes qui les mangent n'ont rien à manger ou très peu à manger. Et les sardines mangent les copépodes. Et après, les sardines sont mangées par les bars et les dauphins. Donc si on intercède déjà au niveau de la chaîne alimentaire, au niveau du phytoplancton, et bien sûr, c'est toute la chaîne alimentaire qui donc va avoir, elle, un problème. L'avenir là-dedans, il faut faire en sorte qu'on nomme ces problèmes et qu'on aille chercher la solution, parce que c'est important de trouver la solution pour pouvoir pérenniser le métier. Voilà. Madame, vous vouliez... Alors, des jeunes en stage, non, parce que comme je vous expliquais, nous, à la pêche à la téline, hein, oui, quand il y a un départ en retraite, puisque vous dites que vous avez entre 55 et 60 ans. Donc, 62, moi. 62. Donc, oui, qu'en est-il? Est-ce que vous avez des liens avec le lycée professionnel maritime du Guilvinec, par exemple? Non, même pas. Enfin, si, le lycée professionnel a en charge, aujourd'hui, parce qu'on a mis un diplôme en place, donc a en charge de faire passer ce diplôme. Donc le jeune est obligé, enfin le jeune ou le moins jeune, il peut très bien avoir 50 ans, hein, le nouveau, on va dire, quand il rentre, devra passer un diplôme. Là, à l'heure actuelle, pour nous, si vous voulez, on a bloqué au nombre de nos renouvellements. C'est-à-dire que même lorsqu'on a un pêcheur qui s'en va, son permis n'est pas renouvelé. On a choisi pour l'instant de limiter à 20 pêcheurs. On est à 26, comme je vous disais. Le vœu pieux, c'est d'être à 20, mais je pense que c'est pas comme ça que ça se passera. Si jamais la ressource, elle redémarre, ce que j'espère très sincèrement, on sera obligé d'être en adéquation avec la ressource. Si tout d'un coup, on passe de 100 tonnes à 200 tonnes, vous pensez bien qu'il va falloir trouver une solution. On sera obligé de trouver une solution, nous les professionnels. Soit qu'on augmente le quota, mais il y a un moment donné, faut se dire une chose, il y a aussi les gens qui veulent rentrer. Donc notre travail, c'est de faire rentrer d'autres personnes, de faire en sorte que ça se passe le mieux possible, qu'on gère le mieux possible, mais aussi de faire rentrer des personnes parce que c'est notre finalité de nous remplacer. Et pourquoi pas, si la ressource elle est prolifique, eh bien ma foi, de faire en sorte qu'il y ait d'autres pêcheurs qui rentrent à ce moment-là, quoi. De repasser à 26, à 50 comme on était avant. Ouais, j'espère. Vous évoquiez les fermetures administratives dans la baie de Douarnenez notamment, c'est vrai qu'on en voit souvent tomber. De quand date ce phénomène? Est-ce que c'est quelque chose de récent de voir la baie interdite à la pêche de téline pendant 9 mois? Est-ce que ça veut dire que les contrôles sanitaires sont plus poussés qu'auparavant? Ou est-ce qu'au contraire on retrouve des molécules aujourd'hui qui n'existaient pas et qui sont utilisées peut-être pour pas forcément pointer du doigt, mais malgré tout dans le secteur agricole, notamment sur les hauteurs de Pen 13, etc. On se rend compte que d'abord, on a eu en 2001, 2002, 2003 des fermetures de 9 mois. On en a eu après l'année 2000. C'était en 2019. Là, c'était 11 mois de fermeture administrative sur Douarnenez. C'est souvent Douarnenez qui est le plus impacté. Hein. À quoi est-ce dû du moins, nous, on se rend compte qu'effectivement, dans le temps, plus on avance, plus on voit ce type de phénomène récurrent, qui fait qu'on est obligé à l'heure actuelle
d'essayer de trouver autre chose, d'autres métiers. J'ai des collègues qui sont partis à faire d'autres métiers, je ne sais pas, des gardiens, enfin toutes sortes de métiers, et on est obligé, et on les voit même pas revenir à la limite, ce qui fait que sur 26, on en a très exactement 17 qui sont en permanence au travail. Voyez, parce qu'ils n'ont peut-être pas confiance, parce que quitter peut-être leur métier de chaudronnier, de surveillant, de parc, ou je ne sais pas moi, fait qu'ils prennent un risque de quitter leur statut qu'ils ont à l'heure actuelle et de revenir sur le métier de pêche. Et pour eux, c'est peut-être pas rassurant. Je ne connais pas là par contre, mais je m'inquiète de cela. Oui, on fait ce constat-là. Maintenant, dans les eaux, moi je regarde toujours dans les... l'Ifremer édite ce qu'on appelle le bulletin de surveillance. Tous les ans, je regarde et on constate depuis des années des dépassements de chrome, des dépassements de lindane, des dépassements de TBT, tribut étain. C'est une vraie cochonnerie ce truc. En ce moment, là, on est en dépassement de lindane et de TBT. On est à ce qu'on appelle la limite OSPAR. OSPAR, c'est les accords d'Oslo-Paris sur les pesticides, les molécules de pesticides dans le milieu. Et donc, nous, on est à la limite. Donc, on est aux alentours de 12 microgrammes de TBT pour 1 kg de poids sec. Donc c'est énorme, c'est colossal. D'où vient ce TBT? Techniquement, c'est sur les peintures de bateaux. Le tribut étain, c'est voilà, dans les peintures. Malheureusement, techniquement parlant, on est censé avoir sur les cales de radoux et d'entretien des véhicules, des navires, on est censé avoir au moins de quoi récupérer ces eaux et les traiter. Je pense qu'il y a problème. Ou alors, ces eaux suivent un circuit différent, c'est ce que je me dis à l'heure actuelle. Le phénomène s'est rencontré en Suisse. Ces boues sont retraitées dans des stations d'épuration, elles reviennent sur les secteurs agricoles après. Et c'est peut-être là où est le blême. Et après, donc en épandage, elles reviendraient sur le milieu, qui fait qu'on ait un dépassement de TBT colossal. 12 microgrammes, c'est énorme. Avec du TBT, vous avez des huîtres qui vont être aussi épaisses que ça. Et pas dans ce sens-là, dans ce sens-là. Vous voyez, donc c'est colossal, ça fait des trucs énormes. Ça déforme complètement le coquillage. L'action du lindane, je ne vous la dirai pas, je ne connais pas. Mais je peux vous dire qu'il y en a dans l'eau, il y a 4 microgrammes de lindane. Et le lindane est interdit depuis 2012. Interdit dans le bois depuis 2020 et quelques, 21 je crois. Pour le traitement du bois, et néanmoins on retrouve quand même du lindane. Alors est-ce que ce sont des vieux stocks? Est-ce que ce sont pour le bois? Ici on n'a pas vraiment une industrie de bois dans le quartier, donc je pense que c'est peut-être des gens qui utilisent des vieux stocks, mais le blême c'est qu'on retrouve le lindane dans le milieu, et là pour le coup dans l'eau, de façon certaine, puisque donc l'Ifremer fait des prélèvements tous les ans, et c'est à l'heure actuelle le lindane et le TBT qui posent problème. C'était le chrome et le zinc il y a quelques temps, pendant des années. Et là, pareil, ça pose problème parce que ça vous déforme les coquillages. Et puis, quelles sont l'actions sur le phytoplancton? Comme je vous disais tout à l'heure, lorsque la molécule est dans le milieu, elles sont capables d'être en interaction les unes avec les autres et de tuer le bloom. Et donc là, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que les dinoflagellés les remplacent. Voilà. Anne, on va se diriger doucement vers la conclusion, puisqu'on avait jusqu'à midi. Est-ce que Anne, vous vouliez ajouter quelque chose par rapport aux échanges qu'on a entendus? Non. Juste en vous écoutant, et alors si vous voulez revoir Ronan Lecor, vous vous connectez sur le site du magazine Littoral, qui est excellent, et donc il y a un documentaire qui est consacré à Ronan, à son activité, où il rencontre d'ailleurs un certain nombre de chercheurs, Pierre Molot et d'autres, moi je suis très frappé par votre soif de connaissances qui fait qu'on voudrait qu'il y ait un monde avec des savants et des pratiquants, des gens qui pratiquent. En fait, c'est bien la rencontre entre les deux qui permet de faire avancer la connaissance. Ça m'a fait beaucoup penser à l'affaire des coquilles Saint-Jacques dans les années 80. En vous regardant je lui dis, c'est cette histoire-là qui recommence dans un autre lieu avec d'autres ingrédients. Vous les avez cités, ils ne sont pas tous très sympathiques. Mais c'est bien cette question de comprendre déjà, de connaissance.
revenir. Moi, je suis historien, donc je dis, je suis pas prophète. Hein, donc le futur, l'avenir, c'est compliqué. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le besoin de connaissances et de compréhension, de transmission, d'enseignement, celui-là, si on ne le maintient pas, et ça fait partie des objectifs de la stratégie nationale mer et littoral, hein, qui a été adoptée juste avant les événements politiques qu'on connaît, nous oblige à augmenter les efforts en matière de recherche, de compréhension. En vous écoutant aussi, je pensais à la question du rôle des consommateurs. Moi, je crois beaucoup que la culture, ça permet de comprendre les choses. Là aussi, je dois citer un documentaire qui s'appelle Sans queue ni tête de Julien Brigaut sur la pêche à la crevette grise. Là où j'habite, c'est-à-dire du côté de Dunkerque, avec les Belges, les Hollandais. Et quand vous découvrez que dans votre barquette de crevettes grises que vous achetez en supermarché, elle est partie de Hollande, elle est allée à Tanger pour être décortiquée, elle est revenue, et que quand vous mangez votre croquette de frites à Ostende et que vous demandez d'où viennent les crevettes, on va vous dire viennent de la mer du Nord. Non, elles sont passées par Tanger aussi. Donc vous regardez plus votre frigo de la même manière quand vous faites l'effort de vous informer, comme vous l'avez fait ce matin en venant écouter nos invités. Et je crois que des moments de rencontre patrimoniale, puisqu'on parlait, on va remercier les organisateurs d'avoir donné l'opportunité de parler de ces sujets-là dans un cadre qui est celui que vous venez chercher, c'est un cadre festif, un cadre convivial. Donc merci à toutes et tous. Merci à Ronan, merci à Anne d'avoir partagé avec nous leur passion, leurs interrogations, leur foi en l'avenir quand même, parce qu'il faut y croire. Hein. Et je vous remercie, je vous souhaite de belles fêtes maritimes et demain, donc la suite à bord de l'hydrographe, encore un sujet lié à la pêche. Merci à vous.